assurément, les organisateurs de ce colloque m'ont confié une tâche qui est à la fois conceptuellement très simple et concrètement impossible. C'est conceptuellement très simple puisque je suis censé vous convaincre, vous démontrer qu'il n'y a pas de puissance qui ne soit pas maritime. C'est conceptuellement très simple. C'est concrètement impossible pour plusieurs raisons. La première parce que, d'abord, c'est un pléonasme. Puissance maritime, c'est un pléonasme. Et on peut énoncer, on peut dire un pléonasme. Démontrer un pléonasme, c'est déjà plus compliqué. Et en plus, ce pléonasme-là, ça fait 20 siècles que les Gaulois n'arrivent pas à le comprendre et à le reconnaître. Et enfin, dernière difficulté pour moi, cet après-midi, c'est que je suis un marin, pire, un amiral. Donc lorsque je voudrais vous démontrer qu'il n'y a pas de puissance qui ne fût maritime, je suis suspect. Vous vous dites au mieux que je suis un marchand de soupe qui veut vous vendre sa camelote, ou pire, un narcissique qui vient faire étalage de ses problématiques. Et donc je ne m'attaquerai pas à cette mission concrètement impossible, et je voudrais plutôt vous raconter une histoire, où en fait, une succession d'histoires, plus ou moins longues, qui constituent la grande histoire. Cette grande histoire, jusqu'à maintenant, on vous a dit, et je crains d'ailleurs que ce ne soit le cas à l'ICES, on vous a dit qu'elle était divisée, notre histoire, l'histoire de l'humanité, en 4 grandes périodes. Classiques que vous connaissez tous, l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne et la période contemporaine. Et ce découpage de l'université est par ailleurs pertinent. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il est idiot, je voudrais moi vous en proposer un autre, mais il est pertinent parce que c'est vrai que ces 4 grandes périodes sont des périodes qui correspondent à chaque fois à une même façon de penser, une même façon d'agir, une même façon de produire et une même façon de consommer. Et ces périodes passent de l'une à l'autre à chaque fois dans les soubresauts de traumatismes qui portent en eux-mêmes les ferments de ce que sera la période suivante, et c'est pour ça que vous savez tous que ce sont les invasions barbares qui provoquent la chute de Rome. Je dis bien, parce que j'en reparlerai, je dis bien la chute de Rome, et pas, contrairement à ce que l'on croit et que l'on dit tout le temps, pas la fin de l'Empire romain, mais j'en reparlerai. Ensuite, on passera du Moyen-Âge à la Renaissance, à l'époque moderne, parce que, nous dit-on, c'est ce que les historiens nous décrivent, et non sans raison, une fois encore. Ils nous disent que ce sont les conséquences de la grande peste noire du XIVe siècle, de la pénurie des métaux précieux et la décadence de la philosophie scolastique qui ont amené la fin du Moyen-Âge pour cette époque qu'on qualifiera ensuite de moderne. Et puis tout le monde sait que l'époque moderne se terminera avec la Révolution française qui provoquera la chute de l'Ancien Régime. Mais je voudrais vous proposer une autre lecture de l'histoire. Elle n'annule pas celle que je viens d'évoquer brièvement, mais elle est tout aussi intéressante et je pense même, en fait, elle explique encore plus ce qui s'est passé. Et pour commencer, je voudrais remonter à très très longtemps, dans une époque plus vieille encore que celle qu'évoquait Yannick Moreau ce matin en parlant de la fondation d'un petit port il y a 6000 ans, tout près d'ici, qui sera l'origine des Sables d'Olonne, avant que les Sables deviennent la plus grande cité maritime du monde. Une histoire plus vieille encore, au 6e et 5e millénaire avant Jésus-Christ. 6e et 5e millénaire, rappelez-vous, on nous dit très souvent que notre civilisation est née entre les rives de la Mésopotamie, avec Sumer. C'est 4e et 3e millénaire avant Jésus-Christ. Donc mon histoire, les Phéniciens, c'est 2e et 1er millénaire avant le Christ. Donc mon histoire, c'est encore plus vieux, c'est 6e et 5e millénaire avant Jésus-Christ, avant notre ère. Il y avait déjà sur l'ensemble du Pacifique les peuples océaniens qui avaient développé le premier empire dont peut-être on peut se souvenir dans l'histoire de l'humanité. Et ces peuples océaniens naviguaient sur l'ensemble du Pacifique, avec des connaissances astronomiques absolument incroyables, avec des capacités de construire des bateaux qui ne ressemblent pas à ceux qu'on a aujourd'hui, mais qui leur permettaient de naviguer sur le Pacifique, dont je vous rappelle qu'il n'a de Pacifique que le nom, cet océan.
Et donc, la première puissance dont on peut trouver une trace, enfin, on peut trouver des traces, qu'on peut imaginer, parce qu'en fait, c'était des vrais marins, et comme tous les marins tracent des sillages qui s'effacent naturellement derrière eux, et donc, en fait, il n'y a pas de trace de cette civilisation. Mais la première puissance qu'on peut imaginer dans l'histoire de l'humanité est une puissance maritime. Ce n'est pas complètement étonnant, parce que si vous écoutez ce que dit Pascal Pic, ce grand paléontologue, professeur au Collège de France, il nous dit que c'est en prenant la mer que Homo erectus commence à se distinguer des grands singes. Et Homo sapiens ira coloniser l'ensemble de la planète, tout le monde le sait, évidemment à pied en quittant l'Afrique, mais pas seulement, c'est aussi en naviguant. Et c'est pour ça qu'on peut penser, et pas seulement quand on est marin, on peut penser que c'est en devenant marin que l'homme devient homme. Donc cette histoire de la première puissance de notre histoire de l'humanité qui fut une puissance maritime, en fait, ce n'est pas complètement étonnant. Plus près de nous, même si certains vont peut-être penser que c'est encore très très loin, c'est probablement au 7e siècle avant Jésus-Christ, lorsque les pharaons d'Égypte commencent à s'en remettre au service des flottes phénicienne et grecque, c'est probablement là qu'il déclenche la décadence de l'Égypte antique. L'Égypte antique n'est pas morte au pied des pyramides, elle n'est pas morte sur les rives du Nil, elle est morte parce qu'elle ne savait plus aller en mer. C'est parce qu'au contraire, ils savent aller en mer et qu'ils maîtrisent la mer que les Athéniens, peu de temps plus tard, se mettent à dominer la Grèce. La date est très précise, 480, bataille de Salamine, bataille navale et très belle victoire des Athéniens grâce à Thémistocle contre les Perses, qui va démarrer l'ère de la toute-puissance d'Athènes sur la Grèce. Avec un premier phénomène très intéressant et qui n'est pas sans rapport avec ce qu'on pourrait observer chez nous en ce moment, c'est que Athènes, pour se battre contre les Perses qui menacent la Grèce, au cours de ces guerres qu'on appellera les guerres médiques, et dont Salamine est le dernier épisode, Athènes met en place ce qu'on appelle la Ligue de Délos. Et la Ligue de Délos, c'est pour les cités grecques, soit vous donnez des troupes qui viennent combattre à côté des Athéniens, soit vous payez un tribut. La Ligue de Délos s'appelle l'OTAN aujourd'hui. Et tout comme l'OTAN n'a pas disparu lorsque la menace russe, à la fin de la guerre de Troie, a disparu, Athènes décide de conserver la Ligue de Délos pour garder sa suprématie sur les cités grecques. Et c'est une suprématie, et là vous verrez aussi combien le parallèle est absolument fascinant avec notre monde d'aujourd'hui, même si ce n'est pas le sujet du jour, c'est une suprématie politique, militaire, économique, financière, juridique, administrative, culturelle. Et ça permet à Athènes de régner pendant à peu près 75 ans sur la Grèce. Sauf que les cités grecques, et en particulier Sparte, finissent par trouver que c'est pas si intéressant que ça. Et ce qui va déclencher la guerre du Péloponnèse, dont Thucydide nous parle si bien. Et d'ailleurs, la guerre du Péloponnèse se terminera aussi sur mer avec la fin de la suprématie athénienne, dans une bataille navale à Aigos-Potamos, près de l'Hellespont, où en 405 avant Jésus-Christ, Lysandre bat la flotte athénienne. Et sans flotte, Athènes ne peut plus dominer la Grèce. D'abord parce que Athènes est coupée de ses approvisionnements, en particulier de greniers de Crimée, et puis parce que Athènes ne peut plus contrôler son empire. Et c'est un mot que je vais redire souvent, c'est un mot dont je suis absolument persuadé qu'il sera utilisé par l'amiral de Saint-Germain après moi. Vous voyez que c'est déjà une histoire de flux. Les problématiques maritimes sont des problématiques de flux, les problématiques de puissance sont des problématiques de flux, et il n'y a pas de milieu et de lieu où ces histoires de flux ne s'expriment aussi clairement et puissamment que sur la mer. Et donc après Athènes, c'est Carthage qui va devenir la grande puissance de la Méditerranée, parce que Carthage est une puissance maritime. Et ça va durer jusqu'en 241 avant Jésus-Christ, lorsque, au large des îles Égates, à l'ouest de la Sicile, à la fin de la première guerre punique, c'est les guerres entre Carthage et Rome, la flotte romaine va détruire la flotte de Carthage. Carthage est morte, même s'il faudra encore un siècle pour s'en rendre compte, mais Carthage est morte en 241 avant Jésus-Christ parce que les Carthaginois n'ont plus la maîtrise de la mer. Lorsque, 20 ans plus tard, Hannibal, au cours des deuxièmes guerres puniques, va se balader en Espagne, en France, puis en Italie pendant très longtemps avec ses éléphants. C'est pas très pratique des éléphants, surtout quand vous devez traverser les Alpes, c'est pas très pratique. Lorsque Hannibal va se balader avec ses éléphants
en Italie. Lorsqu'il aura ces victoires magnifiques, vous trouvez difficilement un génie militaire tactique plus grand qu'Hannibal, ce qu'il a fait lors de la bataille du lac de Trasimène, et plus encore à Cannes. Je vous défie, je vous mets au défi de me trouver une victoire, une bataille qui démontre plus le génie d'un chef militaire que la bataille de Cannes. Sauf que ça ne sert à rien. À rien. Beaucoup d'historiens qui, à mon avis, avaient étudié un peu trop vite cette période, ont prétendu qu'après Cannes, il ne s'était rien passé parce que Hannibal était pusillanime, parce qu'il ne savait pas utiliser ses victoires. C'est n'importe quoi. Ça ne sert à rien parce que simplement Hannibal et Carthage n'ont plus la maîtrise de la mer. Ce qui est en revanche le cas des Romains, et c'est pour ça que Scipion, en 202 avant Jésus-Christ, ira battre Hannibal à Zama, en Afrique. C'est pour ça d'ailleurs que la tradition l'appellera Scipion l'Africain. Il est Scipion l'Africain parce qu'il avait la maîtrise de la mer. Et ça se terminera 50 ans plus tard, en 146 avant Jésus-Christ, par la destruction de Carthage. Et rappelez-vous cette phrase terrible, terrible de Tacite, qui dit « Les Romains firent de Carthage un désert, et ils appelèrent cela la paix. » Lorsqu'on n'est pas une puissance maritime, on peut d'un seul coup être condamné à une paix qui est en fait un désert. Et Rome bat Carthage parce que Rome est une puissance maritime. Et c'est ça qui va faire la puissance de Rome. Et c'est aussi la puissance de Rome parce que Rome sait maîtriser des flux dans des tas d'endroits, pas seulement en Méditerranée. On découvre aujourd'hui, et des historiens beaucoup plus savants que moi vous le diront, et en particulier, c'est ce qu'on lit dans les thèses d'Océanide, cette recherche qui, pendant un certain nombre d'années, ont fait travailler ensemble 300 chercheurs, 300 historiens du monde entier, nous prouve que le fondement de la puissance de Rome, c'est sa maîtrise des flux dans l'océan Indien. Et Rome, d'ailleurs, restera une puissance. Là aussi, on peut autant, je disais qu'en 241, d'ailleurs c'est marrant parce que c'est quasiment symétrique dans l'histoire, on pouvait dater la fin de Carthage, eh bien on peut dater la fin de Rome, et là encore je ne dis pas de l'Empire romain, et vous comprendrez pourquoi, en 242 après Jésus-Christ, lorsque un royaume goth s'empare de la Crimée et coupe les voies de communication de Rome vers l'Orient, d'autant plus que 11 ans plus tard, en 253, les Perses, qui réapparaissent dans l'histoire, récupèrent Antioche et là aussi empêchent Rome de profiter, en particulier de ces flux de l'océan Indien qui avaient fait sa puissance. Parallèlement à cette évocation géopolitique que je vous fais depuis 10 minutes, je voudrais rajouter une autre évocation qui vient enrichir cette histoire que j'essaye de vous raconter. C'est probablement aussi grâce, c'est même pas probablement, c'est très certainement grâce à la Méditerranée que le judaïsme survit après la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. Parce que sans la Méditerranée et ses capacités de navigation, la diaspora juive n'aurait pas pu continuer à vivre comme elle l'a fait tout autour de la Méditerranée. Et donc le judaïsme, lui aussi, a été structuré, aidé, porté par le fait maritime. De la même manière qu'aurait été la propagation de la religion chrétienne naissante sans un Paul qui peut sans cesse prendre le bateau. Sans bateau, Paul, il n'aurait pas écrit toutes ces lettres qu'il a écrites aux Corinthiens, aux Éphésiens, à tous ceux à qui il a écrit. Et la propagation du catholicisme, la religion chrétienne à l'époque, je reviendrai sur le catholicisme, la propagation de la religion chrétienne se fait par la mer. Et donc elle est, elle aussi, fille de la mer. Et vous voyez qu'il n'y a pas que les puissances géopolitiques qui naissent de la mer, les puissances spirituelles, elles aussi. Et justement, revenons-en à ce que j'évoquais tout à l'heure, la chute de Rome, qui n'est pas la chute de l'Empire romain, contrairement à ce que l'on croit. Parce que l'Empire romain, à la fin du IVe, au début du Ve siècle avant Jésus-Christ, d'abord, il a été divisé en deux. Lorsque Théodose meurt, en 395 après Jésus-Christ, il partage l'Empire entre ses deux fils, à Honorius l'Occident, à Acadius l'Orient. Et Acadius est considéré comme le premier empereur byzantin. L'Empire byzantin, c'est un mot qu'on inventera après. L'Empire byzantin, il va durer jusqu'en 1453. Il va durer 1000 ans après la chute de Rome. Ce n'est pas vraiment la fin d'un empire lorsque ça dure encore pendant 1000 ans. Et là, il se passe une histoire absolument fascinante, mais qui est la même que celle que j'essaye de filer devant vous
Au 7e siècle, Mahomet, le djihad et l'expansion islamique. Et là, qu'est-ce que ça a comme conséquence dans l'histoire que je suis en train de vous raconter? L'expansion islamique et le fait que l'islam va verrouiller la Méditerranée va avoir deux conséquences. La première, c'est que ça va affaiblir Byzance. Byzance qui ne peut plus contrôler, puisqu'elle n'a plus l'usage, en tout cas un usage beaucoup plus compliqué de la Méditerranée. Byzance ne peut plus contrôler complètement son empire, qui correspondait pour la partie orientale à un véritable empire, et pour la partie occidentale, c'était toujours l'empire romain. Il se trouve que des royaumes, ceux des barbares, ce qu'on qualifiait des barbares lorsqu'on parle de la chute de Rome, les Francs, les Burgondes, les Alamans, les Goths, les Visigoths, les Ostrogoths, ils se sont effectivement emparés du pouvoir politique, mais ils se sont glissés dans les structures de l'Empire romain. Et donc l'Empire romain n'est pas mort au Ve siècle, c'est pas vrai. Au Ve siècle, vous avez la chute de Rome, mais pas la fin de l'Empire romain qui va continuer à vivre avec l'Empire d'Orient que l'on appellera plus tard Byzance, et les royaumes qui feront perdurer cela. Et lorsque Mahomet et l'expansion islamique arrivent, Byzance n'a plus les moyens, puisqu'elle ne contrôle pas, en tout cas beaucoup plus difficilement la Méditerranée, de continuer à régner sur son empire. Et donc Byzance va être affaiblie. Et parallèlement, ces flux dont je vous ai déjà parlé, qui faisaient la richesse en fait des monarchies mérovingiennes, ces flux étant arrêtés, les monarchies mérovingiennes vont s'appauvrir. Et en s'appauvrissant, elles vont perdre le pouvoir, parce qu'elles ne sont plus capables de tenir en les payant leurs vassaux. Et donc, le verrouillage de la Méditerranée par l'islam provoque l'affaiblissement de Byzance, l'appauvrissement des royaumes mérovingiens. Et ça a deux conséquences. La première, c'est que ça va permettre l'apparition et l'émergence de la dynastie carolingienne, et donc ça va permettre Charlemagne. C'est ce que Henri Pirenne, grand historien belge, nous raconte dans un magnifique livre qui s'appelle Mahomet et Charlemagne. Il dit sans Mahomet, il n'y aura pas de Charlemagne. Et donc ça permet l'émergence de la dynastie carolingienne, l'arrivée de Charlemagne. Et parallèlement, le pape qui, lui, était resté à Rome, va profiter de l'affaiblissement de Byzance parce qu'il dépendait toujours de l'empereur. Il va jouer la carte des Francs, il va jouer la carte de Charlemagne. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va sacrer Charlemagne en 800. Et c'est ce qui permet de libérer l'Église catholique et l'émergence de l'Église catholique de sa tutelle byzantine. Et donc vous voyez que dans cette histoire, l'Europe, parce qu'on peut considérer que l'Europe moderne, elle est fille de l'Empire de Charlemagne, et la religion catholique elle-même, en tout cas dans son expression temporelle, sont filles du fait maritime. Au tournant du premier millénaire, il se trouve que malgré le contrôle de la Méditerranée par les Fatimides en Orient, les Omeyyades en Occident, entre la Méditerranée orientale et la Méditerranée occidentale, il se trouve que malgré tout, vous avez deux entités qui arrivent à émerger, qui sont des puissances maritimes, c'est Gênes et Venise. Et qui émergent d'autant plus que pendant ce temps, deux pays qui auraient pu devenir des grandes puissances maritimes se battent et se neutralisent. À partir de la bataille de l'Écluse, là encore, une bataille navale, en 1340, c'est le début de la guerre de 100 ans, l'Angleterre et la France se neutralisent. La France est d'ailleurs absolument incapable de l'emporter sur l'Angleterre parce qu'elle n'est pas capable de couper les lignes de communication maritimes de l'Angleterre. Mais l'Angleterre, qui aurait pu démarrer son destin de maître du monde plus tôt, ne le peut pas parce qu'elle est neutralisée par ce combat contre la France. Et c'est très intéressant de voir que pendant ce temps, vous avez Gênes et Venise qui prospèrent. Et pendant ce temps, et c'est d'ailleurs très intéressant, en 1453, la prise de Constantinople par les Turcs, c'est la fin de la guerre de 100 ans. Pendant que nous, on se bat, Byzance, cet empire dont nous sommes les héritiers, cet empire qui était, même si c'était l'Orient de l'Occident, était un empire occidental, va disparaître. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir que c'est aussi une conséquence du sac de Constantinople en 1204 par la 4e croisade, sac qui est fomenté par Venise. Parce qu'en fait, dans l'histoire que je vous raconte, Venise ne s'était pas mis sous la tutelle des royaumes, était resté du côté byzantin. Et donc 2 siècles après avoir fomenté le sac de Constantinople, Venise va être punie parce que lorsque Constantinople est pris
par les Turcs, là aussi, ça coupe Venise de ces flux qui viennent de l'Orient. Et donc là aussi, à partir de là, Venise ne sera plus une grande puissance maritime. Et donc c'est bien ce péché de 1204 où Venise fomente le sac de Constantinople qui va provoquer la fin de la Venise maritime, de la Venise puissance. Je pourrais continuer longtemps, mais il faut que je passe la parole à l'amiral de Saint-Germain qui va vous parler plus de la France. Je voudrais simplement du coup évoquer très rapidement ensuite des contre-exemples qui alimentent cette thèse. Vous voyez bien combien Louis XIV, malgré Colbert, malgré Tourville, ce grand amiral qu'on ne reconnaît pas assez en France, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on reconnaît toujours les losers en France, on fête les défaites, on adore les losers et on n'aime pas ceux qui gagnent. Et même Vauban, et Dieu sait que le militaire que je suis, l'officier général que je suis, a une immense admiration pour Vauban, mais Vauban disait « Nos frontières sont aux murailles de nos citadelles ». Pendant ce temps, les Anglais disaient « Nos frontières sont aux côtes de nos ennemis ». Ce n'est pas la même vision du monde. Et donc Louis XIV, bien qu'il fût ce beau roi soleil qu'on vante encore aujourd'hui, n'arrive pas à conquérir la mer et à faire du coup de la France une vraie puissance maritime, donc une vraie puissance tout court. Vous voyez aussi combien Napoléon échouera, cette tentative vaine de maîtrise des mers pour pouvoir envahir l'Angleterre, et parce que Trafalgar aura été un échec qui ne pourra pas permettre à cette politique d'aboutir. Il croira, même si cette victoire est belle, que Austerlitz est une réponse, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas une réponse, parce que si on n'est pas une puissance maritime, on n'est pas une vraie puissance. Plus tard, Guillaume II, et ça personne ne le regrettera, puis Hitler prouveront aussi combien le manque de maîtrise de la mer vous empêche d'être une puissance, parce que même si le sang est versé dans le nord-est de la France et dans les tranchées, beaucoup plus qu'on ne l'imagine, beaucoup plus qu'on ne le reconnaît, le sort de la Première Guerre mondiale se joue en mer. La Deuxième Guerre mondiale et l'Atlantique Nord, là, après, tout le monde a compris, même les historiens les plus terrestro-centrés ont compris que le sort de la Deuxième Guerre mondiale s'était joué dans l'Atlantique Nord. Si vous n'êtes pas maritime, vous n'êtes pas une puissance. Parce que vous ne savez pas contrôler les flux les plus importants. Il existe une seule exception. Et là encore, vous trouvez ça dit de manière beaucoup plus intéressante et beaucoup plus savante que je ne vous le dis moi aujourd'hui, en lisant les résultats d'Océanide, ce travail, cette somme de travail absolument extraordinaire. Il y a un seul contre-exemple à ce que je viens de vous raconter, mais il confirme la règle. C'est l'Empire mongol. Et il confirme la règle parce que justement, l'Empire mongol, qui est la seule puissance qui ne fut pas maritime, mais qui fut une vraie puissance, en fait, vous retrouvez la logique de flux des Mongols, parce que, pour deux raisons très simples, c'est qu'ils ont utilisé la steppe comme on utilise la mer. Ils n'avaient pas de bateaux, mais ils avaient des caravanes. Ils n'avaient pas de bateaux de commerce, mais ils avaient des caravanes. Ils n'avaient pas de frégates, mais ils avaient des chevaux et des escadrons de chevaux. Je ne sais pas comment on dit escadron en mongol. Il y a un pays dont je n'ai pas parlé encore, et à dessein, mais il va me servir à contribuer encore à enfoncer le clou, c'est la Chine. Je n'ai pas encore parlé de la Chine. La Chine aurait pu être une grande puissance maritime. Et dans cette histoire que je vous brosse, en vous disant que finalement, il y a des grandes périodes de l'histoire plus intéressantes encore que l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne et la période contemporaine, on pourrait dire que l'histoire est structurée par le temps des océans, avec très probablement, même si on l'a oublié, donc le temps du Pacifique, au 6e millénaire avant Jésus-Christ. Plus clairement ensuite, et l'humanité s'est constituée, en tout cas notre civilisation s'est constituée autour de là, il y a eu le temps de la Méditerranée, puis le temps de l'Atlantique. Beaucoup disent aujourd'hui qu'on est passé dans le temps du Pacifique. Moi je pense qu'ils se trompent parce qu'en fait je pense que nous sommes passés dans le temps de l'océan global. Et vous voyez qu'il y a un océan que je n'ai pas cité, c'est l'océan Indien. Il y aurait pu avoir un temps de l'océan Indien. Déjà, au XIIIe siècle, Kubilai Khan, alors c'est un Mongol, mais il est devenu empereur de Chine, en 1281, il veut envahir le Japon. Et il envoie 4000 navires et 140 000 hommes. En 1281. On nous rebat encore les oreilles tous les jours, aujourd'hui, de cette histoire d'un pépère qui a traversé l'Atlantique avec 3 caravelles et 90 bonhommes.
Donc 2 siècles avant Christophe Colomb, les Chinois sont capables d'envoyer 4000 navires en mer et ça, 40 000 hommes. Au début du XVe siècle, là c'est les Ming, c'est plus les Mongols qui dirigent la Chine, c'est les Ming qui sont revenus au pouvoir, enfin qui sont au pouvoir. L'amiral Zhang He organise dans l'océan Indien cette expédition avec à chaque fois 300 navires et 30 000 hommes. Là encore, c'est entre 50 et 100 ans avant Christophe Colomb, c'est 3 coques de noix et c'est 90 pépères. Et donc la Chine aurait pu être une grande puissance parce qu'elle l'était une puissance maritime, elle l'a refusé en 1434 parce qu'ils craignent la menace mongole là au nord qui revient. Ils décident et même ils ordonnent de ne plus naviguer. La navigation hauturière devient interdite. La Chine aurait pu être, depuis très longtemps, une grande puissance parce qu'elle pouvait être une grande puissance maritime. Elle en a décidé autrement. Aujourd'hui, la Chine construit tous les 4 ans l'équivalent de la marine française. La marine française, c'est, alors selon les critères, c'est contestable ce que je vous dis là, mais si vous prenez l'ensemble des critères, on peut dire que, et c'est pas un mensonge, que la marine française, c'est la 4e marine du monde. La Chine s'offre aujourd'hui, en tout cas tous les 4 ans, une nouvelle 4e marine du monde. On peut penser que c'est pour faire des défilés navals, parce que ça aurait de la gueule, des défilés navals avec plein de bateaux. On peut penser que c'est parce que les Chinois ont parfaitement compris ce pléonasme de la puissance maritime, qui repose sur les flux plus que toute autre chose, et qui donc s'inscrit en mer, ce qui est normal, puisque c'est les 3/4 de notre planète. Alors, que peut faire la France là-dedans? Je dirais une seule chose avant de laisser la parole à l'amiral de Saint-Germain. La France, c'est aujourd'hui, contrairement à ce que la plupart du temps on dit, c'est le premier territoire maritime du monde, pour plusieurs raisons, dont je ne vais pas débattre avec vous maintenant, mais simplement pour au moins une, et c'est la dernière, et ça sera mon dernier mot, parce que la France, aujourd'hui, est le seul pays au monde sur lequel le soleil ne se couche jamais. Bronzez bien. Merci.